Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Dominique Volut, qui est avec nous aujourd'hui pour enregistrer un épisode du podcast Perspective de médiation, toujours en partenariat avec la revue Intermédiaire. Dominique, peut-être qu'on va te demander avec Pascal en tout premier lieu de te présenter. Nous, on te connaît, mais les auditeurs peut-être pas, pas vraiment. Allez Dominique. Bonjour Pascal, bonjour Joël. Dominique Volut, je suis médiateur dans la sphère administrative. Je me suis spécialisé. Je suis également avocat et formateur en droit public. En fait, je suis venu à la médiation pendant le Covid. Quand je me suis installé à mon compte comme avocat en 2020, un de mes premiers dossiers, c'était une commune qui avait coupé des arbres. Et en fait, au lieu de couper des arbres du domaine public, ils ont aussi coupé des arbres du domaine privé. Et ils me demandent de les défendre classiquement, c'est-à-dire de rédiger un mémoire en défense parce qu'ils se sont fait attaquer par le. Ils ont tenu le plan à l'inverse, c'était quoi Non, mais il y avait un problème de bornage et puis la frontière entre le domaine public et le domaine privé était pas claire. Okay. Et donc du coup, ils me demandent classiquement de les défendre. Et puis là, je me dis, mais il y a rien, je peux pas les défendre devant le juge comme ça. Donc j'ai envisagé une transaction avec eux. Ils ont accepté. L'avocate de la partie adverse a également accepté. Puis c'est comme ça que j'ai commencé ma pratique d'avocat autour de l'amiable. Mmh. Et puis pendant le Covid en 2021-2022, je me suis formé à l'IFOMEN pour devenir médiateur et j'ai commencé auprès de juridictions administratives françaises, plusieurs juridictions administratives, plusieurs tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel comme médiateur. Voilà. Et dans mes formations, j'essaye de mettre de plus en plus d'exercices, même si c'est des formations des fois que sur du droit public, j'essaye d'intégrer davantage des exercices de médiation pour essayer de sensibiliser les agents publics et leurs élus à la médiation. Donc, je pense que tu es la bonne personne pour la question suivante. C'est que comme tu es venu un peu naturellement à la médiation en tant qu'avocat, spécifiquement dans le public, comment tu choisis, comment tu vois que ça c'est plutôt pour l'avocat, ça c'est plutôt pour le médiateur? Alors, moi, dans ma pratique, j'essaye de... Enfin, j'oppose... Dans ma pratique, l'avocat et le médiateur, c'est... Je ne l'oppose pas si tu veux. Je suis sollicité comme avocat. Je vais voir s'il est possible d'aller en médiation, s'il est possible de trouver une solution amiable. Comme médiateur, je suis directement mandaté par des juridictions administratives. Donc, en fait, la question de la casquette ne se pose pas. Ouais. De plus en plus, j'ai aussi des avocats qui me sollicitent comme médiateur, des confrères qui me sollicitent comme médiateur. Donc voilà. Après, c'est un positionnement. Je pense qu'il faut être clair pour être bien compris en fait. Après, sur Tu n'as pas de mal les vraiment à changer de posture en fait, parce que la posture d'avocat est vraiment très différente. Donc.
C'est ça, et puis après, ça dépend de la demande, de l'attente, des attentes de la personne qui vous sollicite. Bon, je vous cache pas que c'est rarement spontané, une personne vienne me voir en me disant je veux tout de suite faire une médiation, je veux tout de suite une solution amiable. Il faut qu'il y ait quand même eu, en tant qu'avocat, il faut qu'il y ait quand même eu une discussion pour leur proposer cette solution-là. Ouais, c'est ça, d'accord. On n'en est pas encore là, hein. Les justiciables n'arrivent pas avec l'idée de la médiation en tête. Ouais. En tout cas, il y a une volonté, on voit bien, politique publique, en fait, de mettre en avant les modes amiables et la médiation. Est-ce que dans le domaine vraiment de l'administration, en fait, de tout ce qui est justice administrative, il y a aussi cet élan et quelles sont les nouveautés? Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'actu justement juridique? Alors, sur plusieurs choses. Déjà, la médiation, elle n'est pas nouvelle en matière d'administration, puisqu'elle date de 1973. Alors, le droit administratif fait un petit peu... Je fais une petite parenthèse sur la construction du droit administratif en France, comme ça permet de situer un peu les choses. Jusqu'en 1800, à la fin du 19e siècle, dans les années 1870, c'est l'administration qui règle elle-même ses problèmes. Puis, on a un arrêt Blanco et le Conseil d'État qui ensuite va, avec plusieurs arrêts, établir de la jurisprudence. Donc, en fait, l'administration va déléguer son pouvoir de régler les litiges au juge. Et un siècle... Pardon, mais juste pour que je comprenne. Donc, tu dis l'administration règle elle-même ses litiges. Mais ça veut dire Ouais. parce qu'elle n'est pas soumise à un tribunal ou parce que ça, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Alors, jusque dans les années 1870, l'administration règle elle-même le litige. On parle de ministre-juge, c'est-à-dire que l'administration est elle-même son juge. Ok. Il y a une indépendance qui va se créer à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. Et 100 ans plus tard, en 1973, on crée le médiateur de la République et qui est clairement envisagé pour, dans l'idée qu'il y a aussi, l'administration ne fait pas tout parfaitement et qu'il peut y avoir des litiges avec les usagers et que ça peut aussi être réglé par la voie du dialogue, par la voie de l'écoute avec le médiateur de la République. Ensuite, ça va s'accélérer dans la partie contemporaine avec des villes qui vont développer des médiateurs internes, des collectivités, des administrations d'État, des administrations des organismes sociaux. Et là, on a une dernière accélération en 2016 avec une loi modernisation de la justice qui permet aux juges d'envisager des médiations en cours d'instance. Avec en parallèle également un décret en 2022 qui généralise la médiation préalable obligatoire pour les litiges, pour certains litiges, avec les personnels de l'éducation nationale et des collectivités territoriales. Donc en fait, la médiation, on a le sentiment que ça peut être contemporain et récent, et c'est pas tout à fait faux, mais c'est quand même quelque chose qui existe depuis une 50aine d'années. Et aujourd'hui, on a en plus un texte qui est actuellement débattu au Parlement pour essayer d'étendre davantage encore la médiation pour les litiges entre les entreprises et l'administration. Donc là, il est encore en débat. Il y aura un vote en octobre, normalement, si on n'a pas de surprise d'ici là, et un décret qui précisera les domaines où la médiation sera éligible. Alors, du coup, il y a pas aujourd'hui un texte qui précise de manière générique les litiges de l'administration qui sont éligibles à la médiation. Donc, on fonctionne aujourd'hui sur des faisceaux d'indices, sur des critères qui sont perfectibles, qu'on peut toujours améliorer, et ça passe aussi beaucoup par de la sensibilisation, de la formation, de l'information. On est d'accord.
y a pas de limite. Il y a une volonté de l'administration de partir en médiation, il n'y a rien qui la limite, j'imagine, ou il peut y avoir des limites s'il n'y a pas une loi qui régit. Dans le privé, on est, je crois, complètement libre. En tout cas, en Suisse, j'imagine en France aussi, on fait des médiations libres, voilà, à tout moment. Là aussi, c'est le cas, ou il peut y avoir des limites où, en fait, une administration ne peut pas, doit pas partir en Il y a quand médiation. même quelques réticences, et ça renvoie un petit peu à l'histoire du droit administratif. Il y a quand même, quand le ministre est juge, ça renvoie à une idée de puissance publique. Mm. Donc, on a quand même eu du mal avec une administration qui a eu du mal à ce qu'on vienne regarder ses affaires. Donc, il y a quand même des réticences historiques et culturelles. Aujourd'hui, dans les facs de droit, quand on enseigne le droit administratif, on ne l'enseigne que sur un angle contentieux. On l'enseigne rarement sur un angle que derrière un litige, quand il y a un permis de construire, il peut y avoir un litige de voisinage, il peut y avoir des conflits qui fondent le recours en fait. Et les arguments juridiques sont simplement l'outil cristallisant le contentieux, mais ne sont pas la vraie source du problème. Donc aujourd'hui, il y a quand même encore des réticences sur l'idée aussi que discuter, transiger, c'est remettre aussi en cause la légalité des décisions prises par l'administration et l'égalité face à l'intérêt général, en fait. Il y a aussi un mythe, c'est David contre Goliath. On l'entend souvent en disant, bon, ben voilà, les usagers, comment ils peuvent se défendre face à une administration qui est quand même assez puissante. Et la médiation permet justement ce temps de dialogue, d'échange, de compréhension aussi de la réalité des usagers qui se retrouvent des fois démunis. Donc tu parles en fait beaucoup, enfin tu parles pas que toi, tu as sorti un livre, hein, c'est ton actualité. Donc récemment, tu as sorti le livre de la médiation administrative, l'humain au cœur de la cité, où tu sollicites quand même pas mal de professionnels, avocats, magistrats, médiateurs, pour échanger sur pour témoigner aussi hein, de leur expérience et de l'intérêt de la médiation administrative. Comment ça s'est passé? Comment t'es venue l'idée et comment ça s'est concrétisé? Alors l'idée, elle vient des réticences que j'ai vécues en matière d'administration, et puis aussi la méconnaissance du rôle du médiateur, la méconnaissance du processus de la médiation. Donc j'ai voulu expliquer les choses, et puis j'avais déjà écrit des articles chez Intermédiaire dans l'année précédente, où justement j'ai exprimé un petit peu mon point de vue pour comprendre, parce que il y a voilà, il y a des critères d'éligibilité de la médiation, mais parfois quand on est sur le terrain, on s'aperçoit que ce critère-là, au cas particulier, ne va pas fonctionner. Donc j'ai essayé de comprendre et d'écrire en fait cet ouvrage, non pas seulement pour des médiateurs, mais aussi pour les acteurs de la médiation, c'est-à-dire les élus, les usagers, les agents publics, les directeurs d'administration, les avocats, les juges. Et l'idée m'est venue voilà, je voulais pas faire un propos où j'écrivais seul, puisque en fait, je considère que dans une médiation, pour que ça fonctionne, et c'est pas forcément intuitif, mais on est dans un travail d'équipe. Voilà. Le médiateur choisit pas forcément les participants, mais on est dans un travail d'équipe pour que cela fonctionne. Et l'idée de faire intervenir des personnes qui ne soient pas que des médiateurs, mais aussi des élus, des hauts fonctionnaires, un conseiller d'État, un avocat, un directeur d'établissement, des juristes, ça me permettait aussi de les faire participer finalement à cet ouvrage pour parler aussi de la médiation, pour qu'ils nous donnent aussi, selon leurs réponses à des questions, parce que c'était sous forme d'entretien. Si vous voulez, mon ouvrage, il y a des paragraphes que j'ai écrits, des entretiens pour créer une dynamique. Et je voulais aussi que ça permette aussi aux lecteurs de comprendre aussi le point de vue, parce que la médiation, elle est pas encore naturelle.
C'est pas encore un réflexe naturel et c'est bien aussi de comprendre, le point de vue et l'image que la médiation peut avoir sur ceux qui y participent. Je voulais aussi comprendre pourquoi, finalement, une administration peut refuser une médiation alors que ça pourrait être dans son intérêt de régler un litige avec un prestataire de marché public ou avec un agent public. Mmh. Je voulais aussi comprendre le point de vue d'un avocat, pourquoi il va pas forcément aller en médiation alors qu'il estime que c'est possible de transiger par lui-même sans passer par un médiateur et qu'il n'en a pas vu forcément, l'intérêt. Donc au final, c'est assez équilibré parce que j'ai les 12 personnes qui m'ont confié, un entretien, dit disent, ont toutes dit quelque chose de positif sur la médiation, à leur manière et je trouve que ce sont des pistes de réflexion qui, moi aussi, m'aident aujourd'hui dans mon approche, pour mieux comprendre les choses et peut-être y aller moins frontalement et plus, beaucoup plus dans la compréhension. Mmh. C'est quoi la réponse? Tu disais que je voulais comprendre pourquoi une administration peut refuser une médiation alors que ça pourrait être dans son intérêt. C'est quoi la réponse? Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs facteurs de réticence. Il y a l'idée de ne pas remettre en cause sa décision parce une administration ne transige pas. Il peut y avoir aussi la stratégie juridique, c'est-à-dire qu'on va en médiation, ça va remettre en cause ce que la direction juridique de l'administration a construit. Donc en fait, en allant en médiation, on la remettrait en cause. Il peut y avoir aussi le conseil de l'avocat qui, lui, a toujours fonctionné par le contentieux et a obtenu des succès comme ça. Donc pourquoi il irait sur un autre schéma? Euh, et puis après, bon, il y a des au-delà de ça, il y a l'idée qu'aussi, en ouvrant à la médiation, à la parole, en intégrant un tiers, ben, on peut aussi, on on peut ne pas assumer aussi, les dysfonctionnements de l'administration. On a peur que le tiers médiateur soit un inquisiteur qui finalement voit des problèmes, là où on veut pas qu'ils ne soient vus. Ne pas montrer ses faiblesses, en fait, hein, c'est un peu ça. Mmh. Et on reste quand même dans l'idée que l'administration, c'est la puissance. Mmh. Il y a de plus en plus de médiateurs institutionnels, hein, ça se développe quand même énormément. Les collectivités commencent un petit peu à s'y mettre aussi, à s'ouvrir à la médiation. C'est très timide encore, mais ça arrive. Est-ce que justement ce pouvoir institutionnel, en fait, du fait qu'il y ait un médiateur en interne, en fait, qui connaisse le sujet, qui connaît en fait les rouages, on va dire, de l'administration, ça peut aider? Est-ce que c'est un début prometteur, on va dire? Alors moi, je crois beaucoup en la médiation institutionnelle et je crois beaucoup en la médiation préventive. Je pense que les médiations qui arrivent devant le juge, sont pas forcément là où on a le plus de marge de manœuvre pour, arriver en médiation. C'est un bon début et c'est un bon début à condition que les élus, quand c'est dans des collectivités territoriales, parce qu'il y a une loi de 2019 qui le permet aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la loi qui est en discussion sur la simplification économique ne se concentre pas sur les collectivités, mais sur les administrations d'État. Il faut qu'ils comprennent aussi le rôle du médiateur et des notions qui peuvent parfois un petit peu ne pas être claires si elles ne sont pas expliquées, la notion d'impartialité et d'indépendance. Le médiateur institutionnel n'est pas un agent institutionnel de la collectivité. Il doit aussi avoir des garanties dans son mandat de neutralité, d'impartialité. Si par exemple les solutions qui sont trouvées en médiation sont nécessaires, il faut qu'il agisse vraiment comme un tiers et comme quelqu'un de neutre. Et ça, c'est pas forcément toujours non plus simple parce que le médiateur institutionnel représente à la fois une administration en tant que médiateur, mais en même temps, il est neutre. Mmh. Il doit pas, dans le litige, il ne doit pas s'il y a un litige avec un usager, il ne doit pas, par exemple, montrer qu'il est un peu trop du côté de l'administration. Et ça, c'est vraiment un travail de pédagogie aussi avec les élus
pour éviter que les élus aussi révoquent le médiateur dès que la solution ne leur plaît pas. C'est quoi le statut du médiateur administratif? C'est affilié à quel département? C'est complètement à part? Je crois que c'est pas des externes complètement, c'est quand même c'est des fonctionnaires, c'est une administration en tant que telle, mais à part, ou comment ça se structure? Alors, c'est pas vraiment. Alors, ça dépend, parce qu'on a des médiateurs, par exemple, du centre de gestion ou du ministère de l'Académie, du ministère de l'Éducation nationale, qui, eux, sont des fonctionnaires. Ils agissent, ce sont des agents publics. Et on a aussi, en médiateur de la ville de Lyon, médiateur de la ville de Marseille, médiateur de la ville de Paris, qui en fait sont des libéraux qui ont eu un mandat institutionnel et ils agissent un peu comme des prestataires extérieurs au sein de la collectivité. C'est comme si la collectivité avait passé un marché public avec eux pour rendre des services de médiation. C'est l'État qui paie la facture, c'est ça? Ce sont les collectivités. Mais voilà, ce sont des fonds publics qui les rémunèrent. Hmm. J'ai envie de te poser une question, Dominique, quelque chose d'assez pragmatique. Comment convaincre une administration d'entrer en médiation? Quels peuvent être les arguments qui font mouche, qui vraiment peuvent influencer leurs décisions? Il y a un argument fort et qui est aujourd'hui d'actualité, c'est l'argument financier. Il y a un argument financier en termes de coût. La comparaison entre le coût d'une procédure contentieuse et un processus de médiation, si on arrive à leur donner des exemples chiffrés, ça peut fonctionner. Il peut y avoir aussi l'idée aussi que le médiateur ne va pas remettre en cause les décisions de la collectivité et de sa direction juridique. L'idée également que ça permet aussi d'améliorer l'image de la collectivité. Si vous voulez, le bilan social entre guillemets de la collectivité, la responsabilité sociétale de l'administration peut être aussi améliorée par la médiation. Ça permet aussi, par exemple, dans des contextes on peut aussi avoir des arguments là, par exemple, en période préélectorale, de pouvoir solutionner des litiges dans l'intérêt général pour éviter que ça pollue un prochain mandat. Un argument, Euh, taille. Faut choisir le timing quand est-ce que tu envoies ton livre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, mais après voilà, il y a aussi connaissance des besoins. Par exemple, on peut proposer des médiations quand on s'intéresse à une administration et qu'on a identifié des besoins, des litiges récurrents. Et à ce moment-là, vous avez un litige récurrent, voilà ce que la médiation pourrait vous apporter en termes d'économie par rapport à des contentieux. Est-ce qu'il y a aussi un principe, soit, je dirais, je sais pas s'il faut dire éthique ou même juridique? Je me souviens qu'en Suisse, on a la médiation dans la procédure civile depuis 2011, et puis on appelle ça le message, c'est-à-dire dans l'argumentaire du gouvernement, il disait que le litige juridique, ça doit être le dernier ressort. Avant, il faut essayer tout le reste, donc c'est une vraie position du gouvernement. Après, on est loin de ça, hein, mais l'idée, elle est là quand même, le principe. Est-ce qu'il y a ça aussi quelque part, que l'État, il devrait quand même tout faire à l'amiable, par principe, ou je sais pas, est-ce qu'il y a une base juridique ou une base au moins éthique ou de philosophie politique ou quelque chose du style? Il y a un courant. Il y a un courant actuellement. L'idée du décret, par exemple, du 18 juillet, c'est ce courant-là, c'est de dire on envisage le contentieux qu'après, si toutes les manières de dialoguer n'ont pas fonctionné. Donc, on a un courant, on a des textes. Aujourd'hui, c'est un petit peu épars. Et dans l'administration, c'est un petit peu
Dans l'administration, aujourd'hui, c'est un petit peu épars. Si vous voulez, il y a les institutions de médiation sont reconnues, mais on n'a pas encore, le courant n'a pas encore complètement infusé l'idée que aujourd'hui on arrive en contentieux que quand on n'a pas du tout fonctionné, quand on n'a pas du tout réussi à dialoguer. Ouais, ouais. C'est en dernier recours, comme on dit. C'est vraiment quand tout a été essayé et qu'il n'y a plus rien à faire. En désespoir de cause, peut-être? Je ne sais pas. C'est dommage, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit pas quelque chose d'assez préventif, en fait, et plutôt avant toute saisie, toute démarche, en fait, juridique. Une des démarches aussi, c'est peut-être d'intégrer cela dans la formation et dans la formation de droit public. Et aujourd'hui, il y a très très peu de matières de mode amiable ou de médiation dans les matières de droit public J'allais t'en parler justement. à la fac. Ouais, parce qu'en fait, tu dis dans ton livre que la médiation, en fait, est un travail d'équipe pour que ça marche, en fait. C'est un vrai travail d'équipe où tous les acteurs doivent être impliqués. Et partant pour la médiation, est-ce que les avocats aujourd'hui sont prêts à le faire? Est-ce qu'ils sont équipés quelque part? Parce que moi qui fais de la médiation administrative, on se heurte vraiment à une méconnaissance, voilà, de la médiation. Et oui, je pense que cette méconnaissance et le fait qu'on se heurte à des réticences montre qu'il y a un manque de connaissance de ce qu'est le médiateur, de ce qu'apporte la médiation, y compris pour les avocats. Les avocats n'ont peut-être pas encore compris que la médiation peut s'intégrer dans leur modèle économique. Et je parle pas des avocats médiateurs, je parle de l'avocat qui accompagne en médiation. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils aient des devis types d'accompagnement en médiation, de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je facture, qu'est-ce que je ne facture pas. Bon, dans le livre, je donne quelques pistes. Il y a des éléments sur lesquels on peut accompagner et sur lesquels l'avocat apporte un vrai travail, une vraie plus-value. Ouais. Aujourd'hui, il y a bon, il y a des formations continues sur l'avocat, sur la médiation, sur les modes amiables. Il y a même une avocate, une consoeur, Marion Boulefroid, qui a produit une formation, l'amiable c'est rentable. Donc il y a une volonté de sensibiliser, mais aujourd'hui c'est un processus. Voilà, on est au processus. C'est comme dans la médiation, là, on vient à peine de se mettre autour d'une table et on commence le processus. Mhm. Et les résultats sont peut-être un peu longs à venir. Tu peux juste donner un exemple de cela, de modèle économique, comment un avocat peut intégrer. C'est vrai que si tu fais, je sais pas, que 15 heures de médiation et plutôt qu'une année de procédure, au niveau du modèle économique, ça change quand même la donne. Euh, Alors, on va faire un comparatif. Bon, qu'on soit en défense, qu'on soit en défense, c'est souvent l'administration qui est en défense et souvent elle se fait attaquer. Quand on est en contentieux, voilà, on va facturer les requêtes, le mémoire en défense, les mémoires récapitulatifs, les mémoires en réplique, l'audience, la note en délibéré. Ensuite, derrière, il va y y avoir un appel. Donc, il y a, en fait, sur plusieurs années, il y a quelque chose de prévisible potentiellement. Ça veut pas dire que le modèle de médiation n'est pas rentable. Le modèle de médiation, l'avocat peut par exemple très bien envisager la médiation en proposant un taux horaire. Là où il proposerait des forfaits, parce qu'il peut envisager les choses avec le contentieux, il peut très bien envisager un taux horaire pour l'accompagnement, pour aussi la séance où, par exemple, il va présenter ce qu'est la médiation à son client, parce que c'est aussi du travail de présenter ce qu'est et de répondre à toutes les questions. Il il peut également demander à être honoré pour l'accompagnement, en entretien individuel, l'accompagnement en séance plénière.
Euh, il peut aussi demander à être honoré pour les échanges qu'il peut y avoir avec l'avocat dans la rédaction Protocole? de la D'accord. solution. Il peut aussi, dans l'analyse du protocole, si c'est pas lui qui l'a rédigé ou si c'est lui qui l'a rédigé dans cette construction juridique. Sur un litige, par exemple, indemnitaire, il peut aussi demander un pourcentage sur la somme qui va être versée à son client. Donc, en fait, il peut très bien envisager la médiation et anticiper comme il le ferait pour un contentieux. Pour un contentieux où là, il peut définir des forfaits plus facilement parce qu'il arrive à peu près à définir les étapes. Et je pense qu'en comprenant les différentes étapes, peut-être que ça peut leur donner une visibilité beaucoup plus importante sur ce qu'ils pourraient voir et aussi sur leur rôle dans ces étapes-là. Parce qu'en fait, le rôle de l'avocat, il est très simple quand il y a un contentieux, il est très identifié, mais tant qu'on n'a pas expliqué à quoi sert l'avocat dans la médiation, bah, il peut aussi voir son rôle comme inutile. Exact. Et donc, porter inconsciemment un message, si je ne sers à rien, la médiation ne sert à rien. Et donc, le rendre utile à la médiation, c'est aussi lui faire prendre une conscience qu'il il a un rôle à jouer dans la réussite de la médiation, comme un acteur de ce travail collectif. Mhm. Et dans la médiation administrative, est-ce que je me trompe? Parce que c'est un domaine que je maîtrise peu. Mais je l'imagine un peu plus dans une logique qu'on appelle parfois médiation évaluative. Donc, ça reste quand même assez juridique. On analyse que dit la loi, qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être le médiateur même propose. On est un peu plus ce type ombudsman. Donc, on n'est pas dans une logique de médiation familiale complètement, enfin, plus transformative. On approfondit les besoins. Ben, il y a de ça aussi, j'imagine. Mais le travail, il est quand même bien plus juridique que d'autres types de médiation, on est d'accord. Donc, Oui et non, parce qu'on n'est pas obligé forcément d'être publiciste pour mener très bien une médiation en droit administratif. ok. Euh, j'ai eu un exemple là, il y a pas longtemps, c'est-à-dire c'est sur un permis de construire. J'ai une des parties qui commençait à me dire mais vous en pensez quoi? Et là je lui dis mais écoutez c'est pas mon rôle à moi de me prononcer sur la légalité Mhm. de la proposition de ma mairie. Et je lui ai rappelé, voyez avec votre avocat, et à ce moment-là, moi, mon rôle, ça sera d'essayer d'organiser l'échange pour comprendre pourquoi il y a un écart entre votre perception et la perception de la mairie. Donc, voilà, je me suis pas considéré comme un technicien du droit qui intervenait. Le plus, c'est quand même de comprendre les différentes spécificités. Quand on discute avec l'administration, il se peut que la solution trouvée en médiation passe ensuite devant un organe délibérant, devant un conseil municipal, et il faut encore que les élus qui n'ont pas participé à la médiation soient convaincus pour voter le protocole d'accord. Donc la petite spécificité, c'est de comprendre le rôle de chacun, qui est interlocuteur et qui est le décideur dans l'administration ou dans la collectivité. Moi, j'ai par exemple des grosses administrations où ceux qui participent à la médiation ne sont pas ceux qui, au final, prendront la décision. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Et sur la temporalité, c'est parfois, on peut prendre quand même plusieurs mois parce que, parce que le circuit est un petit peu plus compliqué que si on est devant les personnes directement. C'est important donc du coup de savoir qui doit être présent, en fait. C'est important de Mm, bien sélectionner, de proposer aux bonnes personnes, autant que possible les décideurs, parce que des fois, bon, voilà, certains élus ne peuvent pas, par faute de mm. temps, participer à des médiations, mais c'est important de savoir qui est autour de la table, de bien choisir en fait les personnes, c'est ça? C'est ça, et c'est pour ça que la médiation préventive, elle est pertinente et que les médiateurs institutionnels sont pertinents, parce que eux
ont l'accès directement aux bons décideurs, connaissent l'organigramme. Ce qu'on ne connaît pas forcément quand on est médiateur en libéral, nommé par un juge pour faire une médiation. Parfois, en plus, on a des délais un petit peu courts pour chercher qui est le bon interlocuteur, qui va nous répondre. Des fois, celui qui nous répond, c'est pas celui qu'on a sollicité, mais voilà, ça fait partie aussi, ça fait aussi partie de l'acculturation, c'est-à-dire que plus on connaît ces cas-là, plus, à mon avis, on peut aussi renforcer le domaine préventif parce qu'on sait aussi ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. En fait, finalement, depuis 2016, devant le juge administratif, on est en période de test permanent, en fait, Ça avance, ça avance, test. ça avance. Ouais. Voilà. Mais justement, on teste, on avance, on écarte des procédures qui des processus qui ne fonctionnent pas. On est sur du tâtonnement, mais du tâtonnement qui permet de construire. C'est peut-être ça la spécificité, c'est de connaître juridiquement en fait qui est le décideur. Mais sinon, en tant que médiateur, le médiateur ne se positionne pas forcément comme un juriste. Et là encore, ça renvoie à l'idée d'indépendance et de neutralité. Exactement. Est-ce qu'il y a des statistiques? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des retours quantitatifs? Parce qu'en France, on aime bien les chiffres. Ça peut peut-être aider de savoir, par exemple, combien de taux de réussite dans les médiations administratives avec les collectivités, avec les administrations publiques. Ça existe? Alors, il y a des angles, il y a des statistiques, il y a des angles morts, mais on a quand même de plus en plus de statistiques. Les premiers rapports sur lesquels on peut appuyer enfin, on a des données saillantes, ce sont les données des médiateurs institutionnels. Les données des médiateurs institutionnels montrent qu'il y a quand même une augmentation des demandes de médiation. Donc, ça veut dire qu'en préventif, on a quand même augmenté la médiation et des taux d'accord qui sont souvent très supérieurs à 8 sur 10. Hein. On est quand même sur des taux d'accord. Alors, après, il faudrait aussi peut-être donner davantage de données qualitatives. Est-ce qu'on a été satisfait de la médiation? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Ça, on n'a pas ces statistiques-là. En tout cas, moi, j'ai une grille de feedback. J'ai une grille de feedback que j'ai construit, que j'ai pas construit tout de suite, qu'il m'a fallu du temps aussi à construire parce que j'étais un peu matrixé accord non accord. J'avais un peu une vision binaire, alors qu'en fait, c'est pas forcément. J'ai eu des médiations où il n'y a pas eu d'accord et pourtant les personnes étaient satisfaites. Donc c'est aussi paradoxal que ça. Donc il m'a fallu du temps pour la construire, il m'a fallu du temps pour la mettre en place cette grille. Il y a aussi, au niveau de juridiction administrative, on a le rapport du Conseil d'État qui, tous les ans, produit quelques lignes où il montre le nombre de médiations effectuées et le taux d'accord. Et là encore, on n'a pas les statistiques sur le nombre de médiations qu'ils ont proposées et qui ont été réellement acceptées. Et ça dépend vraiment. Et malheureusement, ce sont des taux assez bas. D'après les quelques chiffres qui sont accessibles, on a quand même des taux assez bas. C'est-à-dire qu'il y a des juridictions qui vont proposer 10 médiations, il y en a 2 ou 3 qui vont être acceptées. Et sur les 2 ou 3, il y en aura une qui va donner un accord et une autre qui va pas donner d'accord. Mais on a quand même voilà, on n'est pas non plus sur un no man's land où il n'y a pas de données. On n'est pas sur un no man's land où les chiffres sont complètement biaisés. On peut progresser sur les chiffres comme on peut progresser sur les critères d'éligibilité, mais le mouvement est positif en tout cas. Moi, On peut communiquer dessus. Moi, j'aurais pu imaginer que dans un conflit, on va dire, bilatéral entre deux personnes ou aussi des entreprises, il y a un contact. Ça veut dire, j'ai un conflit avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on est parti en désaccord sur un échange parce qu'on avait quelque chose en commun.
avec l'administration, c'est quand même souvent, c'est très distant. Il n'y a aucun échange. Je ne sais pas, je fais une demande d'un projet ou de je ne sais pas quoi, d'un permis ou un truc. Et puis, je reçois une lettre qui me dit non. Enfin, je simplifie beaucoup. Mais ça veut dire que c'est très distant. Il n'y a jamais eu d'échange. C'est très formaliste. En fait, je pourrais m'imaginer que, parce que dans ma pratique, il y a souvent des médiations où il y a eu peu d'échanges, peu de dialogue avant. C'est parfois des médiations, j'en ai eu il y a pas longtemps, en fait, le litige a commencé il y a quelques semaines, ils n'ont jamais parlé, ils arrivent chez moi, le fait qu'ils en parlent, ça ils ont quasiment résolu, eux-mêmes. Enfin, il fallait juste l'espace, protégé. Heu, Là, ça peut être un peu ça aussi dans l'administration ou pas? Ouais, ça peut être souvent ça. Alors ça existe aussi, hein, le phénomène de l'administration, et en plus en droit public français, on a le silence de l'administration qui peut, dans certains cas, valoir refus. C'est-à-dire que vous faites une demande, on vous répond pas, ça veut dire que il y a pas de, il y a rien. C'est pas qui? Dans certains cas. Voilà. Non, mais dans certains cas, voilà, vous allez faire une demande, et il n'y aura pas de refus, il y aura OK. pas de refus explicite, ça sera un silence. Mais ça arrive, oui, ça arrive, c'est ce que tu dis. Euh, j'ai un cas comme ça, c'est-à-dire une ancienne municipalité qui a pris des décisions vis-à-vis d'une personne. Nouveau changement de municipalité, nouvelle équipe, et là, d'un coup, ils se retrouvent avec des contentieux et ils veulent le solutionner en médiation. Mmh. Parce que, voilà, il y a cette volonté de sortir. Tout comme il peut y avoir, on va attendre d'aller devant le contentieux pour enfin discuter, alors qu'il y a eu des tentatives d'échange, mais qui restent sans réponse. Ça arrive aussi. Mmh. J'ai une médiation, par exemple, où ils ont trouvé une solution, après qu'ils se soient rendus compte en médiation que l'administration leur avait donné des mauvaises indications en interne. Mais jusqu'alors, chacun restait sur sa position. Est-ce qu'il y a des Et domaines ouais, pardon, vas-y. oui. Et inversement, vous avez des fois des domaines où, par exemple, il peut y avoir on pourrait penser que c'est éligible à fond à la médiation, mais on va y avoir des blocages parce qu'il y a une position de principe qu'on ne discute pas. Mmh. Est-ce que dans ton expérience, il y a des domaines ou bien des niveaux, est-ce que régional ou communal ou des domaines, je sais pas, il y a école, police, impôts, enfin, est-ce qu'il y a des domaines où ça c'est plus facile, ça marche mieux? Est-ce que ça dépend purement des personnes ou Il y a des domaines qui sont un peu plus éligibles, par exemple quand on est sur des décisions indemnitaires, quand il y a des questions de somme d'argent derrière, ça peut être plus avantageux d'aller en médiation par rapport à un acte juridique où il faut juste se prononcer sur sa légalité. Mmh. Euh, Dans ce cadre-là, quand on est sur une question indemnitaire, bon, il peut y avoir un litige sur la somme, mais en tout cas, la médiation permettra peut-être de rapprocher les parties sur ces questions-là. Après, sur le la sphère, en tout cas territoriale, non, il y a des médiations qui peuvent se faire au niveau de l'État, il y a des médiations qui peuvent se faire au niveau d'une toute petite commune de 100 habitants. Il n'y a pas vraiment de sphère limitée dans ce domaine-là. Après, voilà, on est sur des personnes qui croient ou non en la médiation. Et on peut aussi avoir des paradoxes, c'est-à-dire des collectivités qui ont leur médiateur, mais qui refusent systématiquement la médiation proposée par le juge. Si. Ça existe aussi. Mmh. Et là, il y a un travail de formation, d'acculturation des équipes juridiques pour leur faire comprendre que c'est pas forcément une remise en cause de leurs décisions. Ou tout simplement une, euh, une fixation sur une lacune qu'ils auraient eue dans leur exercice professionnel. Ça peut être ça aussi le blocage. C'est-à-dire on veut pas discuter parce qu'on attend que ce soit le juge qui dise
si c'est faux ou si c'est juste. Mais aujourd'hui, plus j'avance, j'ai pas vraiment de certitude. Je vois les médiations qui fonctionnent. Je pense qu'il y a des ingrédients qui sont positifs pour identifier les médiations qui fonctionnent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un schéma type. On n'a pas comme par exemple un protocole à Madrid et qui fixe les domaines précis où il doit y avoir des médiations. Donc là, pour l'instant, on est encore au cas par cas. On est encore au début de l'acculturation, mais je trouve quand même que les retours sont quand même encourageants et il y a quand même de plus en plus une ouverture à la médiation de la part des administrations qui comprennent que on n'est pas forcément sur enfin, le juge ne leur donne pas toujours raison et ne résout pas tout. La solution n'est pas forcément résolue. C'est-à-dire qu'on peut gagner un procès, mais avoir quelqu'un qui va vous attaquer dès que vous faites quelque chose. Donc au final, le budget contentieux, il part dans des réponses. Ton ouvrage aussi met l'accent sur la portée aussi sociétale de la médiation dans la matière administrative. Et ça, c'est important, juste pour conclure, de dire que la médiation administrative est un levier de progrès de la société, de la justice, du vivre ensemble, de dialogue, parce que l'administration, c'est le reflet aussi de la société. Une administration qui se bloque, qui se ferme, c'est aussi une fermeture et pas du tout une possibilité de dialogue. Là, c'est vraiment catastrophique. Donc, heureusement que le chemin de la médiation, qu'on avance sur ce chemin-là au niveau administratif, et espérons que ça va encore plus se développer et il y aura plus de un écosystème, on va dire, voilà, qui serait favorable à l'ouverture, à la discussion justement et très dans la lignée démocratique. Voilà. Merci beaucoup Dominique pour ta participation. Merci. Merci Pascal aussi pour. Merci à vous. Merci beaucoup Dominique. Passionnant. Merci à vous deux. Merci Pascal et Joël. Et puis à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.